Ça va Manu? La semaine dernière on était 30. Toi qui aimes les chiffres, dis-moi combien on est maintenant. Je refais une vidéo simple qui coûte un pognon de dingue. Parce que vous êtes trop sourds. Simple, basique. Soignant c'est une vocation, mais ça veut pas dire qu'on va pas perdre patience. Simple. Le taf de 4 fait à 2, tu deviens pas Shiva même si t'es en transe. Basique. Personne ne veut avoir à choisir entre douche, popo ou pansement. Simple. Personne ne veut avoir à mourir pour des putains de raisons d'argent. Basique. Si c'était ta mère dont je m'occupais, je pense pas que tu voudrais économiser. Simple. On vient pas me dire que je sais pas m'organiser quand soi-même on sait pas gérer. Basique. Quand un hôpital brûle, il faut réagir vite. Simple. Si les bonnes sœurs sont saoulées, c'est parce que la messe est mal dite. Basique, basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Vous n'avez pas les bases. 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 L'ambulatoire c'est le drive à McDo, ça rapporte du pognon. Simple. Rentabilité et débilité ont la même terminaison. Basique. Faut plus de 4 heures pour récupérer d'un coup de marteau dans les genoux. Simple. À plus de 80 ans, on te renvoie à la maison, on s'en fout. Basique. Bobo, euro, dodo, c'est un système qui se délite. Simple. À cause des abrutis d'en haut qu'on ose encore appeler des élites. Basique. Quand tu pousses les gens à bout, t'étonnes pas que ça finisse en suicide. Simple. Si tu te prends pour un roi, fais gaffe quand même au régicide. Basique. Basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Vous n'avez pas les bases. 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 Si ça ruse pour nous museler, c'est pour mieux nous la mettre dans l'arrêt. Simple. Cet exupéry sans elle, ton avion ne peut pas s'envoler. Basique. Si tu déshabilles Pierre pour essayer d'habiller Paul, c'est Riquet qui se fait baiser. Simple. C'est dramatique, mais pour le combat, t'inquiète, on est paré. Basique. Je suis pas Saint-Jean ou Saint-Nicolas, je veux juste faire mon métier. Simple. Si j'ai la rage dans ta tête de comptable, Pasteur sera là pour m'aider. Basique. L'union fait la force, je viens du coin en marchant pour t'expliquer. Simple. Que pour défendre les patients, on va te montrer ce qu'est la fraternité. Basique. Simple. Simple. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. Vous n'avez pas les bases. 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 Il se rend compte que, en fait, tout ce qu'on disait sur la crise de l'hôpital depuis 1 an avec la crise des urgences qu'on a traversée, et quand on demandait des moyens supplémentaires pour les hôpitaux, c'était une réalité. Et alors, c'est intéressant parce qu'il a été quand même, tout le monde semble oublier, il a été ministre des Finances sous François Hollande, et là, il découvre l'importance des hôpitaux, des valeurs publiques, donc dont acte. Maintenant, à aucun moment, c'est des grandes incantations. À aucun moment, il a dit on va renégocier les budgets sur les hôpitaux et voir comment on fait. À aucun moment. C'est ça qui est vous assez. Vous attendez des annonces concrètes. C'est peut-être pas le moment en même temps, Patrick Pelloux. Non, mais c'est alors parce qu'on nous a déjà fait le coup. Je voudrais juste dire par rapport au début de son intervention quand il dit. C'est la plus grande crise sanitaire depuis un siècle. Non, là, excusez-moi, avec tout le respect que je dois au chef de l'État, il y a eu la grippe espagnole après la Première Guerre mondiale. Après, vous prenez les scandales de santé publique qu'il y a eu en France. L'amiante a quand même tué largement. Le scandale du tabac, c'est vraiment un problème encore d'actualité. Vous prenez la canicule de 2003 qui a quand même tué 20 000 personnes, 90 000 en Europe. Donc, il y a quand même eu un paquet de problématiques sanitaires, d'accord? Là, évidemment, pourquoi il bouge? Il faut quand même un moment le dire. Pourquoi il bouge? Parce qu'il y a une crise financière derrière. Il n'y aurait pas de crise financière. Les bourses n'auraient pas bougé. Tout ce petit monde n'aurait pas bougé et l'entre-soi aurait continué. Vous comprenez? Là, ce qui les gêne, et ce que je comprends, c'est que vous avez des pays entiers qui s'arrêtent. Donc, d'un coup, évidemment, là, il bouge. Mais tant mieux, tant mieux. Il faut prendre cette opportunité pour dire gardons nos valeurs communes, gardons la sécurité sociale, redonnons des moyens aux hôpitaux publics. Là, on a traité l'hôpital depuis maintenant 10 ans comme si c'était une entreprise commerciale qui doit travailler à flux tendu, c'est-à-dire 0 lit libre. Et comment on fait avec les urgences quand il n'y a pas de lit libre? Alors on met les gens sur des brancards, ce qu'on a connu avant, et s'il y a une épidémie, c'est catastrophe. On est déjà passé bord d'une catastrophe en novembre pour la bronchiolite. Ouais. On ne pouvait pas hospitaliser les enfants en Ile-de-France, on les envoyait à 200 km en réanimation, etc. Bon, donc cette alerte, elle existe. Or, la ministre Agnès Buzyn, avant de quitter son ministère, elle avait fait
voté un budget de l'hôpital qui demandait encore 800 millions d'économies à l'hôpital. Donc il y a une espèce d'aveuglement qui a été maintenu. Alors là, évidemment, cette épidémie fait tout exploser. Ouais. Si on ne peut pas payer les pompiers seulement quand il y a le feu, faut être prêt. Ah ouais. Bon, l'hôpital, il n'a pas été préparé. Alors en urgence, on va faire face. Tout dépendra, ce qu'a dit tout à l'heure un collègue, de l'importance de l'épidémie. S'il y a 1 million de personnes touchées, il y a 5% qui ont besoin de réanimation, ça fait 50 000, on ne peut pas faire face. Ouais. Et là, le tri, il sera là, pas un tri médical. Il sera, on prend la personne plus jeune par rapport à la personne plus âgée. Et là, la crise sanitaire peut transformer en crise politique. C'est ce que vous dites. Donc, voilà, ça fait 10 ans qu'on a une idée que l'hôpital, c'est une entreprise commerciale comme une autre. Notre-Dame, il y avait beaucoup de monde pour être ému. Là, il faut sauver l'hôpital public qui est en train de flamber à la même vitesse que Notre-Dame a failli flamber. Ça s'est joué à rien. Et là, en ce moment, ça se joue à rien. Voilà. J'ai pas d'autre chose à dire pour l'instant. Donc, je compte sur vous. Ah oui, vous pouvez compter sur moi. L'inverse reste à prouver. Non, non. Bonjour. Les personnels hospitaliers, le corps soignant dans son ensemble a fait tous les efforts nécessaires. Nous sommes au bout, oui, mais on a besoin d'un choc, vous aimez bien les chocs, donc un choc d'attractivité. Il faut absolument refinancer en urgence l'hôpital public. Je suis vraiment désolé, mais c'est extrêmement important. Je ne suis pas là pour moi, vous avez compris. Je sais. Je suis là, vous savez qui est derrière moi? L'ensemble du corps soignant. Et on ne peut pas se contenter des faits d'annonce, je suis désolé. Non, mais moi je ne suis pas pour les effets d'annonce. Non, d'accord, mais on est passé par un an de déni. Après, on a fait le constat. Maintenant, il faut agir. J'ai peur, malheureusement, qu'on soit passé par beaucoup plus qu'un an de déni, le fond de ma pensée. Alors moi, le fond de ma pensée, c'est que Kairos, c'est le moment opportun. Et le moment opportun pour le président de la République d'agir, même dans une situation dont il n'est pas responsable, c'est maintenant. Il faut saisir. Je suis prêt à vous voir quelques instants. Eh bien, très bien. J'ai entendu. Je pense que je ne suis pas le seul. Non, non. Ok, très bien. Je fais ce que je dis. Très bien. Ok. Mais merci à notre hôpital. Merci. Vous les doigts. Oui, mais il a involé. Vous savez, quand il a fallu sauver Notre-Dame, il y avait beaucoup de monde pour être ému. Là, il faut sauver l'hôpital public qui est en train de flamber à la même vitesse que Notre-Dame a failli flamber. Ça s'est joué à rien. Et là, en ce moment, ça se joue à rien. Voilà. J'ai pas d'autre chose à dire pour l'instant. Donc, je compte sur vous. Ah oui, vous pouvez compter sur moi. L'inverse reste à prouver. Non, non. Je vous crois sur parole. D'accord, très bien. Et ben moi aussi. C'est pareil. Ok. Les médecins, ils nous ont accompagnés en fait jusqu'au bout. Et sans eux, vraiment, on n'aurait pas pu dire au revoir à notre bébé comme on l'a fait. Le médecin l'a mis dans mes bras et c'est comme ça qu'il est parti. En fait, quand ils ont compris qu'ils n'allaient pas pouvoir sauver notre fils, déjà, déjà c'est dur pour eux aussi, même si évidemment c'est encore pire pour nous, hein, on est bien d'accord, mais on sent que c'est pas facile pour eux. Ils ont l'impression de ne pas y arriver, d'être dépassés par quelque chose qui est tout simplement la vie, qu'on ne peut pas maîtriser complètement. À aucun moment on s'est posé la question de savoir si notre enfant était bien pris en charge. C'était pour nous une évidence. On avait la certitude que ce qui était fait pour Elias était le mieux de ce qu'on pouvait faire. Et on a appris récemment qu'en fait c'était pas le cas pour tous les enfants. Et voilà ce qui nous a heurté. Mais il faut imaginer, moi si on m'avait dit que mon gamin devait être transporté ailleurs faute de place, je serais devenu fou.
J'aurais trouvé ça absolument insupportable. Et il se trouve que on a eu cette chance, en fait, à aucun moment de douter de la qualité des soins qu'il a reçus. Ce qu'il y a aussi, si je peux me permettre, c'est que peut-être que des dysfonctionnements existaient déjà, mais simplement, les équipes, elles disent pas que elles ont enchaîné des gardes parce que finalement il manquait une infirmière et que du coup il y a une infirmière qui a dû en enchaîner 2 dans la semaine. Elles nous disent pas qu'elles ont pas pu prendre, enfin que leur RTT peuvent jamais être prises ou qu'elles ont pas eu certains jours de congés payés. Enfin je veux dire, c'est ça qui est, c'est-à-dire qu'ils continuent à faire le maximum. C'est-à-dire que je pense que quand on y est, même aujourd'hui, quand l'enfant il est dans le service, les parents ils continuent à avoir affaire à des médecins et des équipes autant impliquées que ce que nous on a connu. Simplement, la réalité, c'est que derrière, il y a une souffrance qui s'exprime autant que possible, mais qui ne semble pas être vraiment entendue en fait par la ministre jusqu'à présent. Et puis il y a une inquiétude. Et cette inquiétude aujourd'hui, c'est des médecins qui nous disent qu'ils ont peur de ne pas bien pouvoir remplir leur mission, de ne plus être en mesure de faire leur travail pour répondre à la vocation qui est la leur, et qui préfèrent démissionner de l'hôpital public plutôt que de mettre en danger leurs patients. On a reçu de nombreux témoignages depuis qu'on a publié la tribune et lancé cette pétition, des parents et des soignants qui nous disent la réalité de ce qu'ils vivent ou de ce qu'ils ont vécu. Alors on peut vous donner 1 ou 2 exemples. Concrètement, c'est un enfant de 6 semaines qui est en situation de détresse, pas de place à Paris. Ses parents habitent à Paris, pas de place à Paris, il est transféré à Poissy, à une trentaine de kilomètres de Paris. À Poissy, son cas s'aggrave, ils ne peuvent pas le soigner en réanimation, il est transféré à Orléans. Qu'est-ce que c'est que transporter un enfant d'un point A à un point B lorsqu'il est en situation de réanimation? Je vais vous parler tout simplement de l'exemple de notre fils, Elias. Il est né au Bluet et il a été transféré immédiatement à Trousseau. Et en fait, les Bluets et Trousseau sont mitoyens. Si on avait dû le transférer dans un autre hôpital, il n'aurait jamais survécu au trajet. Pour une raison simple, c'est qu'une fois qu'il a été posé dans sa couveuse à Trousseau, ensuite c'était impossible de le bouger, il n'était plus en état. Il était trop fatigué. À un moment, il s'est agi de lui faire un examen, une IRM, il fallait le faire descendre de 2 étages, en ascenseur, c'était impossible. Les médecins nous ont dit, il supportera pas le trajet. Donc vous imaginez s'il avait dû faire 20, 30, 200 km. Donc les conséquences concrètes, c'est ça, c'est qu'en fait, réellement, on met la vie d'enfants en danger. D'autres exemples, c'est concernant les fermetures de lits. Au Mans, un service ferme. À Tours, 2 lits devaient rouvrir en janvier. Ils ne peuvent pas rouvrir. Pourquoi? Parce que l'hôpital ne parvient pas à recruter les infirmières qu'il faudrait pour ouvrir. Parce qu'en fait, il y a un élément très important dans ce problème, c'est que pour des raisons de sécurité, tout simplement, une infirmière ne peut s'occuper que de 3 enfants au maximum. Et donc, quand on n'arrive pas à recruter les infirmières parce que compte tenu de leurs conditions de travail, elles travaillent 2 jours, 2 nuits, des heures sup non payées, etc., eh bien, elles sont rémunérées en moyenne à 1 600 € par mois. Donc, ces services ne parviennent plus à recruter des infirmières. Résultat, ils doivent fermer des lits. Moi, ce que je crains aujourd'hui, c'est que notre système de santé est en train de s'effondrer sous nos yeux et que si rien ne se fait aujourd'hui, il va être trop tard. C'est complètement fou de se dire que, en fait, on perd de vue ce qui fait tout simplement l'essentiel de ce pourquoi on a des services publics, de ce pourquoi on accepte de payer des impôts, de ce pourquoi on a un État et des pouvoirs publics. Nous, on y croit encore à l'hôpital public. Et d'ailleurs, moi, je vais accoucher dans quelques semaines à Trousseau, dans cet hôpital, parce que je sais que c'est là que je vais trouver les meilleures équipes pour accueillir ce nouveau bébé qu'on attend. Donc c'est pour dire qu'il y a quand même de l'espoir, mais qu'il faut, il faut se bouger pour que ça continue à être comme ça. Et c'est à Trousseau que notre fils Elias est parti, et c'est à Trousseau qu'on va à nouveau donner la vie.
il faut savoir que la France est l'un des pays développés où on a fait le plus d'austérité budgétaire sur les dépenses de santé. C'est là où les dépenses de santé, ces 5 dernières années, ont le moins augmenté, notamment les dépenses pour l'hôpital. Mais c'est valable aussi pour la médecine ambulatoire. Oui. Et ça a des effets tout à fait concrets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et Dieu sait qu'en Italie, une des parties des difficultés, c'est lié aussi à la situation calamiteuse de l'hôpital public, eh bien, aujourd'hui, on a des hôpitaux qui sont sous tension, et donc avec le risque, effectivement, qu'on ne soit pas en mesure... Je donne un autre chiffre sur les hôpitaux. Il faut savoir que les hôpitaux, ils ont une dette de 30 milliards. La première chose que devrait faire le gouvernement, c'est de dire, écoutez là, on efface la dette, on relance les dépenses pour l'hôpital, et en sachant que de la dette pour les hôpitaux, ça veut dire moins d'investissement. Vous savez, dans l'investissement, ce qu'il y a, la recherche. Eh bien, vous êtes au courant qu'on a arrêté en 2004 les recherches sur le coronavirus parce qu'on n'avait plus de moyens pour cette recherche fondamentale. Il faut savoir que depuis des décennies maintenant, le paradoxe, c'est que ce sont les États-Unis, voire le Royaume-Uni, le Japon aussi, qui nous donnent des leçons keynésiennes. Il faut quand même qu'on soit tombé bien bas. Et donc, ça fait des années maintenant que les États-Unis, suite notamment à la crise de 2008, la crise de 2008, c'était... Vous avez bien compris, ce n'était pas lié, personne n'ose dire que c'était lié à un excès de dépenses publiques. C'est les excès du capitalisme financiarisé et mondialisé qui a provoqué cet effondrement de Olivier Babot, vous êtes d'accord? Résultat des courses. L'État avait insisté pour qu'on prête à des gens qui n'étaient pas solvables. Pour dire les choses de façon un peu plus précise. Mais l'État avait été le premier à dire allez-y, les banques, prêtez. Très bien, d'accord. Enfin, bon, c'est bien le capitalisme financiarisé qui a provoqué la crise de 2008. Bon, on fait des politiques de relance. Qu'est-ce qui se passe en Europe? La reprise avait à peine commencé, boum, on fait des cures d'austérité. Résultat des courses, les pays d'Europe du Sud, là où on a été le plus loin, je ne vous fais pas le dessin sur la Grèce, c'est l'histoire. Sur l'histoire de la Grèce. L'Italie, l'Espagne, le Portugal replongent en récession. Et qu'est-ce qui se passe? On sait que quand on est en récession, on ne peut jamais réduire des dettes publiques. C'est pas possible, puisque les dettes, on les calcule par rapport au PIB et que tout dépend du dénominateur. C'est-à-dire le seul moyen pour réduire des dettes, c'est de relancer l'activité. Et donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une Allemagne qui, alors vous allez me dire, mais c'est génial l'Allemagne, elle réduit sa dette publique. Mais non, c'est une catastrophe, parce qu'elle la réduit comment? En dépensant pas assez. Olivier Babot, elle dépense pas assez, et donc résultat des courses, elle plombe l'économie européenne. On a ce blocage-là. Il faut remettre en cause le libre-échange. Enfin, il est plus que temps aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il faut... Bien sûr que les échanges internationaux, ça a du bon. Bien sûr que la concurrence, y compris, ça a du bon. Mais enfin, il faut que dans tout domaine, il y a le jeu de la concurrence, des responsabilités individuelles, mais il y a le jeu de l'intervention publique, il faut des règles. Et donc, le libre-échange, c'est quoi? Pendant des décennies, on a fait du dumping social, fiscal et environnemental. Votre voisin, Olivier. Et donc, on a fait ça, c'est ça la mondialisation libérale qu'on nous a imposée. Eh bien, que la crise du coronavirus, c'est pas la première étape. Pour relocaliser, régionaliser les productions, remettre des règles sociales et environnementales. L'environnement exige aujourd'hui qu'on arrête avec ce commerce mondial complètement débridé, où pour fabriquer un objet un peu complexe, on a des composants qu'on fait 2 fois le tour du monde. Ça n'a absolument aucun sens. Voilà, comme ça. Christian a bien fait de faire son appel le soir. Oui. Bah, et puis moi je Elle est là. Ah oui. Ah.
l'art des choix célèbres de Gilets jaunes. Voilà. On peut vendre le masque, on peut aller et les vendre 2-3 €, non? Ah ben, possible, après les gâteaux, pour la caisse de grève. La caisse de grève. Quelle récupération de grève. On va voir masque gilet jaune. Non, c'est bien, on va faire avec des jaunes. Ben, j'en avais pas de sopa à l'Alison, je suis désolée. T'as une bonne idée. Quand tu veux faire ta masque, tu t'en sors. Non. J'essaie de faire un truc en fait. Edith. En rectangle, c'est passé. Ça, c'est de l'industrie. Ça, on sent la... Les petites mains à la chinoise. Ouais, il n'a pas tenu celui-là. Enfin, l'alcool, c'est un remède. Les communistes, ils ont oublié que les communistes viennent de la Ah oui. Non, mais il y a aussi. Mais... Ouais. Ah ouais, voilà, j'ai filmé le long du boulevard. Ouais, il est là encore. De l'autre côté aussi. Devant sa soeur, j'ai récupéré parce qu'elle était partie. Comme une fois qu'il m'a dit. Ah, ici, là. C'est vraiment Pour parler de ce qui se passe actuellement à l'hôpital public, un personnel déjà épuisé depuis des années, qui fait grève depuis plusieurs mois pour dénoncer l'hôpital entreprise qui fonctionne à flux tendu avec 0 lit de libre et le manque de reconnaissance du travail des soignants, des médecins qui démissionnent de leur poste administratif par souci de faire entendre le délabrement de l'hôpital, par désir de soutenir et de soigner correctement leurs patients. Et soudain, après le macronavirus qui continue jour après jour à amener l'hôpital vers son stade terminal, le coronavirus apparaît, qui se propage, s'étend
et tous nos soignants travaillent à 300%, sont touchés par la maladie, et l'hôpital qui à un moment ou à un autre ne pourra plus faire face, car les gouvernements successifs pensaient plus à la réduction des dépenses publiques qu'à la santé des citoyens. D'ailleurs, la recherche sur le coronavirus a été interrompue depuis 2004 par manque de moyens alloués aux chercheurs. Ne nous y trompons pas, le but était et est toujours la privatisation, une médecine à deux vitesses comme chez les anglo-saxons dont notre président Macron est si admiratif. Et Macron ose venir dire qu'il faut faire nation et vanter notre système de santé alors qu'il cherche à le détruire. C'est le système hôpital-entreprise qu'il faut mettre à bas. La santé n'est pas une marchandise, les patients ne sont pas des clients. Merci. Il en va de notre survie à tous. Des lits ont été supprimés, 12 750 en France. Quand les lits de réanimation, aussi bien pour les malades atteints du virus que pour ceux atteints d'autres maladies, quand le personnel soignant va être contaminé ou épuisé et ne pourra plus assurer la surcharge de travail, nous serons tous confrontés directement à ce que nous dénonçons Gilets jaunes depuis des mois, c'est-à-dire que détruire les services publics, c'est détruire le patrimoine de ceux qui n'ont rien, et en ce qui concerne l'hôpital, il en va de notre vie. Attends, je vais dans les pieds. N'oublions pas les chercheurs qui, eux, sont en train aussi de faire grève et de s'insurger contre le gouvernement qui veut à la fois leur couper des moyens, mais aussi les obliger à faire des recherches dans ce qui intéresse ces entreprises et pas dans leur volonté à eux. Les EHPAD où les vieilles personnes se retrouvent à cause de cette histoire du coronavirus complètement isolées, avec des aides-soignantes et auxiliaires de vie qui sont débordés tous les jours. Alors citoyens, protégez-vous, vos proches, vos amis du virus, mais combattez avec nous ce système capitaliste destructeur de l'humain et de la planète. Oui. Moi, je voulais vous parler d'une chose qui a été apparue hier dans le journal. Un Colisée d'Éric Lallozé a été condamné au mois de juin à de sursis pour avoir agressé son ex-conjointe par SMS. Donc, et en plus, il n'y a pas d'interdiction d'élection, il n'a pas à être interdit d'élection, tout ça. Donc je trouve ça vraiment lamentable que lui, il n'ait pas le droit d'avoir l'interdiction à propos de ça. Donc moi, ce que je veux faire cet après-midi, si on passe devant la permanence, c'est d'aller oser, c'est d'aller lui coller ça, sur ça, vitrine de permanence. On va y aller. Oui, oui. Bon, moi ce que je voudrais dire, Macron et son gouvernement, aidés en cela par les médias mainstream, voudraient nous inviter à penser à autre chose, vous l'avez tous compris, le Covid-19. À ce sujet, sur lequel d'ailleurs je ne veux pas m'étendre, mais je pense que nous devrions le marteler, la politique hospitalière de Macron, qui s'est traduite par gérer l'hôpital comme une entreprise, des suppressions de lits, des lits de réanimation, mettre le personnel hospitalier exsangue, bref, à saccager l'hôpital public, eh bien cette politique pourrait bel et bien conduire à un tsunami sanitaire. Alors, aucune peur dans ce que je dis, mais les amis, soyons prudents. Et j'en viens à l'essentiel. En tout cas, restons focalisés sur ce qui nous tient mobilisés depuis le 5 décembre et même bien avant pour beaucoup d'entre nous. Alors, ce mardi 3 mars dernier, les motions de censure qui faisaient suite à cette LBD parlementaire qu'est le 49.3 ont été déposées puis rejetées.
sans aucune surprise, vu la pléthore de Playmobil de la dictature en marche à l'Assemblée. Alors j'ai entendu, cela fait partie du jeu parlementaire. Cela fait partie participe de la démocratie. Eh bien, soyons convaincus, tout cela, c'est du bidon. Quand la démocratie ne se joue pas à l'Assemblée nationale, la démocratie se joue dans la rue. Alors Macron et sa piétaille de la République en marche, évidemment, se targuent d'avoir été élu et donc d'être légitime pour imposer à 2/3 des Français ce qu'ils pensent être bon pour eux, à savoir l'anéantissement de tout notre modèle social hérité du Conseil national de la résistance. J'ai bien dit contre 2/3 des Français. Et Macron l'exprime en disant, rappelez-vous, c'était dernièrement devant ses députés Godillot, suite au tollé qu'avait soulevé le refus de prolonger le congé de deuil pour un enfant, il avait parlé de la fracture entre le pays réel et le pays légal. Sauf que ces paroles, ce sont les paroles de Charles Maurras, le fondateur de l'Action française, un parti d'extrême droite, un monarchiste, nationaliste, antisémite, soutien de Mussolini et de Franco. Tout compte fait, Macron a bien les références qu'il mérite. Alors moi, je l'exprime avec des mots bien plus simples. Certes, la dictature en marche est majoritaire à l'Assemblée nationale, mais elle est ultra minoritaire dans la rue. Et à l'Assemblée nationale, c'est une parodie de démocratie. À l'Assemblée nationale, c'est une caricature de démocratie. C'est un simulacre de démocratie. D'ailleurs, c'est Montesquieu, je crois, qui disait, lorsque dans une même personne est réunie la puissance législative et la puissance exécutrice, il n'y a plus de liberté. Eh bien, cette même personne, c'est Édouard Philippe. Dans quel pays, hormis une dictature, un Premier ministre peut-il décider qu'une loi est adoptée? Alors je pense que notre mouvement des Gilets jaunes n'a pas suffi pour montrer à Macron combien nous étions très en colère. Eh bien oui, Macron, tu nous répugnes. Nous, tu nous abomines, tu nous exècres. Je n'arrive même pas à trouver les qualificatifs, surtout aujourd'hui, pour dire tout le dégoût et la haine que tu m'inspires. Alors nous devons mettre toutes nos forces pour le chasser de l'Élysée. Alors certes, la CGT et FO ont quitté la conférence de financement. C'est bien. Y participer, y siéger, à mon avis, c'était cautionné. Mais nous ne pouvons pas nous contenter d'un calendrier d'action éclaté sur des semaines et des semaines. C'est courir à l'enterrement de première classe. Il nous faut construire un plan de bataille avec une riposte par la grève générale. Qui veut dire quelque chose encore? Oui, donc à l'occasion de ce qui se passe demain, c'est les élections municipales. Donc on entend beaucoup de « il faut voter pour les élections municipales ». Là encore, il y a eu un tract que j'ai reçu récemment avec marqué « Que peut-on faire pour encourager les gens à voter ?» Eh ben, c'est très simple. Eh ben, le vote en lui-même est un renoncement à sa citoyenneté. Le fait même de voter, c'est renoncer tout simplement à son pouvoir de citoyen. Pourquoi? Parce que quand on vote, ça a été prévu comme cela. C'est pour remplacer les combats aristocratiques. À la base, les combats aristocratiques, on utilisait la guerre pour arriver au pouvoir. Maintenant, on utilise le vote. D'ailleurs, les vocabulaires sont les mêmes. Les mots de vocabulaire, il y a des fiefs, il y a des campagnes, enfin, il y a des espèces d'affrontements de châteaux ridicules. Pour eux, nous sommes que de la chair à voter. C'est ridicule. Donc, moi, j'encourage non seulement à ne pas voter, mais aussi à leur dire merde, parce qu'on n'est pas de la chair à voter, nous sommes des êtres humains. La voix, on la l'a et on la garde. Tu vas dans le bureau de vote et puis sur ton bulletin blanc, tu me merdes. Voilà. Ou sinon, pour ceux qui veulent aller voter, ou sinon, ceux qui veulent aller voter, vont voter blanc. De chaque côté, à Grande Rue, à rue des Granges,
On se met devant les nouvelles galeries et on demande aux gens de ne pas rentrer parce qu'à l'intérieur c'est confiné et donc il y a plus de 50 personnes. Donc on explique aux gens que c'est pas une bonne idée de rentrer parce qu'ils risquent d'attraper des microbes. Attention, hein, si on fait 3 groupes, pas plus de 100 personnes. Hein. Oui. Non, j'ai pas entendu ça, j'ai dit qu'avant, un repli ici. Alors ce qui serait bien, ça serait il faut tenir au moins 1h30. Il faut rester devant l'entrée au moins 1h30 que le magasin ferme. Quand ils vont nous voir, ils vont fermer. Donc, le but c'est de fermer. Et puis par groupe, il y a des gens qui fassent la navette pour se donner des nouvelles des groupes par téléphone. Donc on fait 2 groupes dès ici et puis il y en a un qui part par là-bas puis l'autre par là. Ça marche sur le principe. On va donner. On est parti. Il y a 2 cortèges. Faut se séparer en 2. Il accompagne ce que là-bas quand même. Tous ceux qui ont eu l'ont volé, partage des richesses, partage du temps de travail, ou alors ça va péter. Tout est à nous, rien n'est à eux. Tous ceux qui ont eu l'ont volé, partage des richesses, partage du temps de travail, ou alors ça va péter. Tout est à nous, rien n'est à eux. Tous ceux qui ont et l'ont volé, partage des richesses, partage du temps de travail, ou alors ça va péter. Tout est à nous, rien n'est à eux. Tous ceux qui ont et l'ont volé, partage des richesses, partage, ou alors ça va péter. Tout est à nous, rien n'est à eux. Tous ceux qui ont et l'ont volé, partage des richesses, partage du temps de travail, ou alors ça va péter. Tout est à nous, rien n'est à eux. Tous ceux qui ont et l'ont volé, partage des richesses, partage du temps de travail, ou alors ça va péter. Regardez là justement, on est devant les Galeries Lafayette, là du coup en fin de compte on avertit les gens que s'ils rentrent dans ce lieu, ils sont plus de 50 et ils sont dans un lieu fermé, donc c'est interdit par le préfet. Donc voilà, donc on les avertit par rapport au coronavirus. Il faut savoir que le coronavirus tombe à point pour Macron, comme ça, il fait ce qu'il veut avec les manifestations. Du coup, en fin de compte, il a limité à 100 maximum et en fin de compte, voilà. Et les gens, comme ils sont bien préoccupés par la santé, voilà. Et après, en fin de compte, toutes les mesures qui sont en train d'être prises, qui sont, voilà, qui sont quand même plutôt... voilà, pour les gens qui peuvent garder leurs gamins, c'est important tout ça, mais après il va y avoir des répercussions sur les salariés à terme, puisqu'on va nous dire il n'y a plus d'argent dans la sécu. Donc voilà, donc on essaye d'interpeller un peu les gens.
On comprend bien qu'il y a un souci avec les gens ont peur, les gens ne savent pas trop comment faire pour garder leurs gamins. Mais bon, voilà, donc on a choisi d'être devant les Galeries Lafayette. Salariés, libérez les 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 salariés, libérez, libérez les salariés, libérez les salariés, libérez les salariés, libérez les salariés, libérez, libérez les salariés, libérez les salariés, libérez les salariés, libérez, libérez les salariés, libérez les salariés, libérez les salariés. Justice nulle part, police partout, 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 justice nulle part. Allez. Un jour, les politiques ont voulu faire du fric sur la santé des gens. Certains sont nos patients. Comment peut-on s'y prendre pour enfin se faire entendre? On va vous raconter ce qui se passe au CHV. Chez nous sur les urgences, au lieu de maltraitance, des heures sur un brancard, tiens voilà une escarre. Nous on fait tout ce qu'on peut, on veut prendre soin d'eux, mais plus le temps de rien et on n'a plus de moyens. Ici se joue un drame et là on sonne l'alarme. Ça nous fait mal au cœur mais on bosse dans la peur. Débloquer des crédits, ne fermez plus les lits, conservez tous nos postes, assurez-nous des stocks dans le couloir des urgences, tellement on a de brancards. Défaut de surveillance, pour ce mort c'est trop tard. Le fruit de décision prise sans concertation auprès de nos bonnes pommes. Et là tout qui déconne, le soin notre vocation, devenu des illusions. On ne sait plus quoi leur dire et c'est devenu de pire en pire. Si t'as envie de pisser, faut pas être pressé. Si t'as envie de manger, mieux vaut pas y penser. Ou ça mémé Huguet qu'en a jusqu'aux chaussettes. Et là-bas monsieur Lafleur qui se tord de douleur. On veut plus de matériel adapté à ce bordel. Des draps, des couvertures, des bouteilles d'oxygène et des médicaments en nombre suffisant. Un peu plus qu'une salade à donner aux malades. Ils coupent tous nos moyens, ils disent ça ira bien. Attention, y a urgence, c'est fou, ça se passe en France. Nos médecins n'en peuvent plus, c'est simple, on n'en trouve plus. Prendre soin des patients, c'est pouvoir prendre le temps de leur tenir la main, de leur mettre un bassin. Rassurer les familles, putain, sont des humains. On manque de personnel, d'une prise en charge humaine. Plus le temps de les écouter, pas moyen de bien soigner. Entendez notre peine, ce boulot c'est sûr on l'aime. Soyez sûr on le perd, y a la colère dans le cathéter. Pendant que partout en France, les gens partent en vacances, on nous dit qu'aux urgences, on n'aura pas cette chance. On veut plus de matériel adapté à ce bordel. Des draps, des couvertures, des bouteilles d'oxygène et des médicaments en nombre suffisant. Un peu plus qu'une salade à donner aux malades. Ils coupent tous nos moyens, ils disent ça ira bien. Attention, y a urgence, c'est fou, ça se passe en France. Entendez notre peine, ce boulot c'est sûr on l'aime. Soyez sûr on le perd, y a la colère dans le cathéter. Ce qui se passe au CHV, dans les urgences de France,
ne peut pas rimer avec rentabilité.